Voilà, donc on a dit à ces gens-là, on vous ouvre un nouveau marché, vous allez avoir une augmentation de votre business grâce à nous. Et c'est vrai que depuis presque 6 ans, on a fait grandir des sociétés de courses qui étaient petites et qui sont devenues beaucoup plus grosses maintenant. Ok, vraiment. Et qui sont... Il y en a qui vous quittent ? Bien sûr, il y a un énorme turnover. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le transport, il y a peu de gens qui perçoivent la valeur ajoutée du tracking en temps réel, du choix du créneau, de livrer en 1 heure. Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Michael Lévy, cofondateur de Delivery. Ça va ? Ça va bien, merci. Bienvenue. Delivery, fondé en 2013, édite une solution SaaS Mothership actuellement, mais qui a une longue histoire jusqu'ici. Mothership, c'est quoi ? C'est le vaisseau amiral ? Le vaisseau mère, le navire amiral ? Ouais, on aime bien cette image chez nous, c'est comme le vaisseau mère chez les aliens en fait, où on aspire tout avec le rayon tracteur. On aspire tout avec le rayon tracteur, ok. Tous les transports. Et donc, Delivery qui permet à n'importe quel retailer de gérer son service de livraison dernier kilomètre pour l'instant. Mais tu nous en diras plus après, en se basant sur un réseau de partenaires en France et à l'étranger ? À l'étranger, en Europe et même aux États-Unis, ouais. Et même aux États-Unis, ok. On appelle ça le ship from store, donc l'envoi depuis le magasin. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler B2B, et c'est très bien parce qu'on l'a pas encore fait ou pas fait beaucoup jusqu'à présent. Si c'est ok pour toi, je vais te demander de porter 2 casquettes aujourd'hui. D'abord celle d'entrepreneur pour que tu nous racontes ton service, tes enjeux, ton développement, ton business au sens large, mais aussi ta casquette d'expert puisque ça fait une quinzaine d'années, même plus, que tu évolues dans le e-commerce. Donc tu as certainement plein de choses à nous apprendre sur ton expertise métier. Et pour commencer, Michael, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, je m'appelle Michael Lévy, j'ai 42 ans, je suis papa d'une magnifique fille de 11 ans, je suis marié et je suis fondateur d'une boîte qui va fêter ses 6 ans à la fin de l'année et c'est pas une mince affaire. 6 ans et vous êtes combien ? On est 20 aujourd'hui. D'accord. Et je crois, tu me l'as dit avant qu'on commence cette interview, que ça fait longtemps que tu évolues dans le digital et dans le e-commerce particulièrement. Ouais, doit faire 20 ans cette année là que je développe et pilote des plateformes e-commerce, soit pour mon compte, soit pour le compte d'autres, à la fois en agence, en start-up ou en tant que, entre guillemets, prestataire de service. D'accord, 20 ans, ça fait un bail. Ouais, je suis un ancien je suis de la première génération ou de la première génération et demie des e-commerçants, ouais. Ok. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? Alors, en dehors de tout. Non, mais je pensais par exemple CMS pour commencer. On a vu l'avènement de beaucoup de plateformes aujourd'hui qui permettent de créer des e-commerce en quelques clics à peine. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, il fallait débourser à l'époque 1 million d'euros pour avoir une plateforme e-commerce et après, il fallait la customiser avant de pouvoir lancer quelque chose. Et puis, il n'y avait aucun temps réel en fait sur les interactions entre la plateforme et tous les services physiques qu'il fallait brancher, type préparation de commandes, entrepôt, vérification des commandes, support, livraison. Et donc, c'était tout avec des dépôts de fichiers. Des dépôts de fichiers FTP. Donc, aucun temps réel. Donc, ça coûtait une fortune pour le faire. Et puis après, c'était très dur à piloter. Très compliqué. Aujourd'hui, n'importe qui peut lancer son business e-commerce en un quart d'heure. Oui, et le gérer avec des services tiers ou des automatisations entre différents outils. Exactement. Je peux citer quelques plateformes, on peut lâcher des noms. C'est un podcast. C'est le but ici. Hein. Donc des PrestaShop, des Shopify, on crée son activité avec quelque chose qui est assez joli et avec des services qui sont soit qu'on peut brancher, soit qui sont déjà inclus dans la plateforme. Je pense à Shopify qui est en train de
de rajouter un énorme réseau d'entrepôts logistiques aux États-Unis. Donc c'est dans mon métier, donc j'en entends parler. Shopify va devenir le one-stop shop du e-commerce. Il y aura tout, y compris les services physiques pour exécuter. Donc ça va devenir instantané de créer sa boîte, quoi, en fait, en e-commerce. Instantané, et puis ça va en concurrence avec Amazon Warehouse. Et ouais, ce genre on va vendre en direct au lieu de ouais. dépendre de la plateforme d'Amazon, qui a un avantage, c'est d'avoir du trafic, mais d'un autre côté, c'est pas mes clients, je dépends de son infrastructure, je dépends de sa technologie, je dépends de son entrepôt, je dépends de sa livraison, je paye tout Amazon sur les frais, alors que là, bah, comme les grands comptes, les grands retailers, on met pas tous les ans dans le même panier, quoi. Et donc, au-delà des fronts et des outils qui te permettent de faire facilement des e-commerce, c'est toutes les interconnexions qui sont derrière, hein, qui ont beaucoup évolué. Ouais. Sur stock, livraison, qu'est-ce qu'on peut... Même l'approvisionnement, hein. Okay. On peut se brancher à des plateformes où on peut choisir des produits qui sont en stock dans ces plateformes et faire ce qu'on appelle du dropshipping, faire livrer carrément les produits par les fournisseurs sur des produits qu'on a choisis, qu'on n'a même pas en stock et qu'on met en ligne sur notre site marchand. Donc on peut construire même une activité e-commerce totalement virtuelle de toutes pièces sans avoir ni stock à gérer, à payer, ni entrepôt à gérer non plus. Très loin. Le dropshipping, on en parlait beaucoup l'année dernière, ça continue d'être... Enfin, tu en vois autour de toi, il y en a qui... Qu'est-ce que... Un avis sur la question? J'en vois pas autour de moi parce que je suis un peu déconnecté maintenant des petits marchands malins qui font leur e-commerce eux-mêmes. Je parle beaucoup des grosses enseignes qui veulent réussir en e-commerce et en cross-canal ou omni-canal. En revanche, je vois beaucoup d'offres de dropshipping de plus en plus évoluées, de plus en plus sharp. Même quand je scrolle sur Instagram, je vois des pubs pour des offres de produits à mettre dans son catalogue, quoi. Et à dropshipper, donc pour moi ça continue à devenir très gros. Ouais. Tu l'as dit à l'instant, le cross-canal aussi a vachement changé. J'imagine qu'il y a 20 ans, on considérait le digital ou le brick and mortar, les retail, les magasins physiques complètement différemment. Aujourd'hui, c'est plus qu'un seul outil de vente, le e-commerce, avec différents canaux en fait qui sont Ouais, on parle de commerce unifié aujourd'hui dans mon secteur. En fait, les retailers, ils ont investi massivement pour vendre en ligne et que leurs clients, ils les allaient chercher en ligne. Ils ont compris un peu tardivement ou pas assez vite qu'ils avaient des énormes atouts qui étaient leurs magasins, qui pouvaient contribuer à améliorer la bottom line à la fois en e-commerce mais à la fois global. En faisant du cross-canal. Et en même temps, de l'autre côté, on a des e-commerçants, type Cdiscount, Amazon, etc., qui sont soit adossés à des grands groupes de retail où ils mettent des corners, des bornes, etc., voire qui ouvrent des magasins. On voit Amazon qui commence à avoir une démarche d'ouverture de magasins physiques, que ce soit pour l'alimentaire, que ce soit pour les livres et le high-tech, ou pour les produits Kindle et compagnie. Et puis, on a des gens qui lancent leurs magasins avec nativement une démarche totalement digitalisée et totalement omnicanal où c'est comme ça que ça marche. Par exemple, un client chez nous qui s'appelle Cézanne, qui est une marque online pure, qui en fait, quand elle a ouvert ce qu'elle appelle ses appartements, des beaux magasins avec une expérience incroyable, super léché, super raffiné, tout est temps réel, connecté à son compte e-commerce. On peut acheter en magasin, se faire livrer à la maison. On peut acheter en ligne, se faire livrer à l'appartement, et comme ça on est bien accueilli, etc., etc. Et donc tout répond à tout. C'est assez magique. On reprend son parcours à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Ça crée de la légitimité pour eux. C'est de l'image, c'est de l'expérience. C'est incontournable d'avoir un magasin si on veut être une marque qui existe dans l'esprit des gens. Voilà, c'est incontournable d'avoir une boutique. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, le physique, malheureusement, c'est encore ce qui marque psychologiquement un consommateur sur « Ah, cette marque existe, cette boîte existe, et je peux vivre une expérience, et je comprends ce que la marque veut exprimer. Quel est le sens que veut donner la marque à son business. Je suis avec quel type de clients autour de moi. Quand on achète sur Internet, on voit pas qui sont les autres clients. Donc, alors, c'est facile de faire un site qui a un aspect un peu plus ou moins luxe. Donc on fait appel à des belles agences pour avoir des belles créas, pour avoir des belles maquettes, pour qu'on ait un positionnement. En même temps, il y a rien de tel que l'environnement retail dans un magasin, la déco, la musique, les autres clientes, pour comprendre chez qui on est et à qui s'adresse la marque. C'est pas seulement une question de prix, quoi. On a vu pas mal de boutiques éphémères justement pour répondre à cette question ces dernières années, mais j'ai l'impression qu'il y en a finalement pas tant que ça. Je m'attendais moi à avoir une vague de boutiques éphémères justement sur toutes ces DNVB qui se créaient. Comme dit, j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. En revanche, j'ai vu pas mal de corners dans des grandes surfaces. Ouais. Ça c'est typique.
une startup que je connais bien et que j'aime bien qui s'appelle Sell&See, Brocante Lab anciennement, ils ont un corner au BHV. Et donc ils existent physiquement, on voit une sélection de produits vintage qui sont vendus par les gens qui sont sur cette marketplace, parce que c'est une marketplace, c'est une place de marché. Ouais, donc oui. Sachant qu'il est plus facile de créer une expérience dans un appartement privatisé qui m'appartient, sur lequel je reste long terme, que dans un corner. Mais au moins, ça me donne une certaine légitimité. Les pop-up, en fait, je pense que c'est très bon pour les lancements. Et après, je pense que, par définition, c'est des pop-up. Et donc, ça a tendance ensuite à s'arrêter. Mais moi, j'en vois pas mal, hein. On a aussi vu d'ailleurs des pop-up pour des services SaaS. Et ça, c'était intéressant. Je crois que Litchi en avait fait un, typiquement pour. Je pense que c'est donner du réel à un outil qui est finalement que virtuel. Mais on voit bien que les e-commerçants, les vendeurs virtuels veulent aller sur le physique, et puis les vendeurs physiques veulent aller sur le virtuel. Alléger donc en fait, il faut faire les deux, quoi. Clairement, pour être un retailer d'aujourd'hui, il faut retailer partout. Et donc, tu passes une quinzaine d'années à travailler pour d'autres. Et un jour, tu te lances avec Delivery. Ouais. Pourquoi et pourquoi sur la livraison en particulier? Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est que je voulais être mon propre patron. Je crois que c'est un travers familial, parce que mon papa, c'était son propre patron. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de l'import-export de pièces automobiles de rechange. Ok. Entre quel pays? Entre les pays européens et les pays africains. Ok. Donc, c'était ce qu'on appelait un négociant, un trader en pièces automobiles, donc des pièces d'origine, hein, qu'il fallait exporter à des importateurs grossistes à l'étranger. Déjà avec des problèmes de livraison, j'imagine, enfin des problématiques. En fait, j'ai fait mes premières armes avec mon papa parce que j'ai travaillé avec lui au tout début de ma carrière, avant de faire du e-commerce. J'ai fait du commerce tout court. B2B d'ailleurs, voilà, avec lui en fait. Donc il fallait récupérer des pièces quelque part en Europe. Il fallait acheter des pièces, des pièces de première monte, comme on dit, donc d'origine à des fabricants. Donc comment on dit, pardon, de première monte. C'est les pièces d'origine pour les voitures. Donc on achetait ça chez Peugeot, Valeo, et des grandes marques comme ça. Hein. C'était pas des pièces de deuxième main entre guillemets. Et derrière, on avait des clients qui étaient des importateurs, des grossistes à l'étranger, en Afrique, au Moyen-Orient, un petit peu en Asie, un petit peu au Canada de temps en temps. Et donc c'était des containers remplis de disques de freinage, de pompes à essence, ce genre de choses. Des containers. Donc t'envoies pas un container à moitié vide. L'objectif c'était de le remplir. Donc c'était ça ton enjeu. Ouais, mon enjeu c'était de maximiser le coût du transport, enfin d'optimiser le prix de revient du transport. Il fallait en mettre le plus possible, il fallait que ça rentre. Donc, les tout premiers containers quand j'ai envoyé avec mon papa, on allait chez le transitaire et on faisait éclater les gros cartons. Tout va bien. On faisait éclater les gros cartons qui contenaient les petits cartons de pièces pour faire rentrer des petits cartons de pièces de rechange dans le container pour qu'on en mette plus. Pour en mettre plus, voilà. Ok. Donc c'était mes premiers pas dans le commerce et dans la logistique. Et dans la logistique. Et du coup, en 2013, qui est l'année de création de Delivery, tu quittes ta boîte pour être ton propre patron. Et pourquoi est-ce que tu choisis la livraison? Alors, c'est justement parce que ça faisait 15 ans que je faisais du e-commerce et qu'il y avait quelque chose qui était très, très, très frustrant et très pénible, à la fois pour mes clients, pour qui je construisais des plateformes de e-commerce, et à la fois pour moi-même quand j'ai opéré du e-commerce pour mon compte, c'était la livraison, c'était le pire. Alors il y avait plein d'autres problèmes à l'époque, hein. Il y en a toujours sur le e-commerce, hein. Le paiement, la fraude, le multidevise quand on fait l'étranger, le cross-border, c'est-à-dire quand on vend à l'étranger avec les douanes, les montants de TVA, etc. Enfin, c'est très compliqué. Gérer un entrepôt, il y a 1000 difficultés. Ou plusieurs entrepôts. Ouais. Mais là où il y avait vraiment à la fois une grosse frustration de tout le monde, les expéditeurs comme les clients destinataires, et à la fois une espèce de statu quo depuis 20 ans, aucune rupture technologique, c'était le transport. Et donc, avec les gens avec qui je parlais de ce projet à l'époque, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'on est en 2013 et on n'ait pas trouvé mieux que d'attendre entre 24 et 48 heures en express, voire 3 à 5 jours ouvrés en normal, pour se faire livrer un produit et sans savoir qui est dans ma ville, quoi. Et donc, on a pris une espèce de shaker mental, en fait, et on a mis dedans plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on était des fans absolus de Uber. Et donc, on se disait, c'est incroyable, on a une appli dans la main, et on appuie avec son doigt, et on a une voiture qui vient. En plus, 2013, c'est l'explosion de ces services. Je vais pas dire de bêtises, ça a commencé, je crois, fin 2010 en France, et ça faisait 3 ans qu'on était accro total à Uber. Ouais. Et on s'est dit, on peut pas faire le Uber de la livraison, un truc comme ça, comment ça marcherait, parce qu'on tâtonnait un peu.
Donc, avoir des livreurs en fait qui fonctionneraient sur le même principe qu'un réseau de chauffeurs de véhicules de grande remise, comme on dit. Ça, c'est un. Deux, on a vu une stat qui est assez débile à dire, mais qui est évidente, et on se la dit pas assez. 80% des produits qu'on achète sur Internet, les produits physiques, ils sont disponibles dans un magasin dans un rayon de 10 km autour de soi. 80% des produits que j'achète sur Internet sont disponibles à moins de 10 km. Ouais, dans un magasin. Okay. Donc, on a mis ça dans un shaker, on s'est dit, pourquoi on va pas chercher les produits dans un magasin? Et puis, en même temps, qui sait bien faire de la livraison en ville d'un magasin, enfin, d'un point A à un point B, à l'époque, c'est les coursiers. Parce qu'il y en a déjà, donc on va pas construire notre propre réseau de coursiers qu'on va recruter un par un ou des salariés ou je ne sais quoi. On va s'appuyer sur les coursiers qui existent déjà. Alors, pourquoi vous faites ce choix spécifiquement? Parce que c'est à la même période que tous les livreurs, justement, coursiers indépendants se créent, comme les Stuart ou autres? Non, justement, c'était avant Stuart. Stuart s'est lancé en 2015. Ok. Donc c'était 2 ans avant. Et puis donc ce qu'il y avait comme coursier justement à l'époque, c'était les coursiers un peu à l'ancienne. Avec je fais un bon de transport carbone et puis il vient chercher ce rendez-vous au téléphone et c'est souvent la personne de l'accueil qui passe un coup de fil au coursier, à la boîte de course pour prendre un rendez-vous d'enlèvement. Et c'est ce que je vivais en tout cas quand j'étais chez Publicis. On devait envoyer des contrats ou des réponses à des appels d'offres avant une certaine heure et on bookait des coursiers en appelant la dame de l'accueil au rez-de-chaussée qui devait appeler le service courrier qui lui missionnait le coursier pour venir. Voilà. Okay. Donc il y avait une vraie opportunité, je dirais, de à la fois disrupter la livraison, disrupter la promesse de livraison d'un destinataire. Au lieu qu'il soit livré en 3-5 jours ouvrés ou 24 heures au mieux, on peut lui promettre de livrer le jour même parce que ça va partir du magasin le plus près de chez lui. Et c'était ça la vraie rupture et la vraie promesse qu'on voulait lancer avec Delivery, c'était livrer le jour même un achat sur Internet, ce qui n'était pas possible à l'époque. Ok. Et donc, vous mettez tout ça dans le shaker mental. Ouais, et ce qui en sort, c'est une plateforme tech pour recevoir les ordres de mission des e-commerçants au départ. Ouais. Que vous construisiez déjà à l'époque sous forme d'API Alors non, au tout début, on a fait une espèce de version alpha. C'était un ami d'un ami qui avait un magasin de cigarettes électroniques dans le 4e à Paris. Un ami d'un ami qui était coursier à vélo. Et donc on a développé un petit plugin pour le site PrestaShop du magasin de cigarettes électroniques. Il avait un site PrestaShop qui est avec son magasin. Et derrière, quand il y avait sur le site quelqu'un qui choisissait une livraison instantanée en 1 heure, on appelait ça livraison en 1 heure avec le sourire par Delivery, ça envoyait un SMS au coursier avec les informations de où il fallait aller. Et de toute façon, il y avait qu'un seul point d'enlèvement. Un seul point d'enlèvement et un seul coursier. Et on a fait tourner ça pendant 3 mois. C'était entre septembre et 4 mois, entre septembre et Noël 2013. Et tout de suite, sur cette petite clientèle qu'avait le magasin de cigarettes électroniques, il faut dire que les liquides de cigarettes électroniques, c'est un produit pertinent, parce que si on n'a plus de liquide électronique, enfin, liquide de cigarettes. Et il nous le faut tout de suite. On va acheter du Marlboro Light, donc, vaut mieux, voilà. Donc c'était pertinent. On a eu 3-4 livraisons par jour, comme ça, sans marketing, mis à part une newsletter qui a été envoyée à tous les clients de la boutique en disant qu'il y avait la livraison d'1 heure. Ok. Combien de clients? À l'époque, tu as une idée qui ont reçu l'email? Je pense qu'il devait avoir 220 clients dans sa base, quoi. Et sur les 220, combien commandent en ligne? C'était qu'une boutique en ligne, pardon? Non, c'était un magasin physique qui avait un site PrestaShop. Et en fait, les gens venaient dans le magasin et puis après, ils faisaient leur réassort en quelque sorte de liquide sur le site quand ils s'y rendaient pas. Et on avait 3-4 commandes par jour et c'était des gens fidèles, donc c'était du repeat en fait. C'était toujours les mêmes clients. Et du coup, vous choisissez PrestaShop parce que ce magasin a PrestaShop, mais le résultat, c'est qu'il y a un plugin qui existe. C'était un peu le modèle en fait. Okay. Et on a testé le modèle avec une petite boutique, un petit site qui avait pas de trafic et un seul livreur qui recevait des SMS. C'était vraiment rudimentaire, hein. Mais c'était le socle de ce qu'on voulait créer comme promesse à plus grande échelle. Et comme on a vu tout de suite que ça prenait à petite échelle, on s'est dit ok, il faut y aller, il y a une occasion. On n'a pas fait d'études de marché très poussées. Moi, j'avais un carnet d'adresses pas mal rempli grâce à mes expériences précédentes. Je connaissais beaucoup d'e-commerçants, beaucoup de retailers, enfin beaucoup de gens chez des grands retailers, parce que les retailers ne sont pas des gens, ce sont des entités. Et donc on s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire. On a monté la boîte. On a commencé à... Donc cette période de test, elle a duré combien de temps? Ça a duré 3-4 mois. 3-4 mois. Rentrée 2013 à Noël 2013. Pour prouver qu'il y avait... C'était une espèce de proof of concept du modèle, ouais. Et donc vous créez la boîte? On crée la boîte en décembre 2013. Ok. Ouais. Et derrière, on commence à dérouler. Donc on imagine l'offre. On commence à faire je commence à contacter des gens au sein de
de ton réseau, de mon réseau, pour voir s'il y a de l'intérêt. Et donc de fil en aiguille, on a des petits clients qui se déclarent intéressés, qui sont prêts à essayer. Et puis on a des grosses enseignes qui commencent à dire mais c'est intéressant ce truc-là, c'est innovant. On a des enjeux d'innovation, on a des enjeux de faire du meilleur service client. Quand même, en fin 2013, début 2014, la livraison c'est quand même un coût et un truc pénible, pas le moyen de gagner des clients ou de faire la satisfaction client. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour que ça coûte le moins cher et qu'on ait le moins de problèmes possible. Comparé à aujourd'hui, c'est fou. Hein. Aujourd'hui, c'est incontournable. Si je suis pas livré en 1 heure, je suis pas content. Et si ça me coûte plus de 3 euros, ça me... Alors tu forces un peu le trait, mais ouais, si on n'est pas bien livré en tout cas, et qu'on n'a pas choisi quand est-ce qu'on se faisait livrer et où, et au mieux aujourd'hui, on trouve que l'enseigne elle est nulle quoi. Elle est pas au bout du jour. Je me suis fait mal voir par mes voisins hier. On faisait un apéro de voisins. J'habite dans une petite allée et j'ai commandé à midi un truc qui arrivait 2 heures ou 3 heures plus tard sur Amazon. Et j'ai une voisine qui m'a regardé. Mais tu fais bosser les gens le dimanche, c'est incroyable. Et moi, ça me semblait évident. En plus, comme c'était proposé sur le site, de pas le prendre quoi. Ah mais ça c'est très intéressant parce que là c'est du côté destinataire ou consommateur, mais côté enseigne, la promesse. J'insiste beaucoup sur ce mot, la promesse client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'offre comme service l'enseigne le retail qui utilise en termes de livraison, la livraison en 1 heure, livraison en 2 heures, sur créneau imposé, sur créneau choisi, freestyle total à n'importe quelle heure que tu veux, ça dessine ensuite le succès ou pas de la livraison et la perception qu'a le destinataire de la qualité de l'enseigne sur le service. Tout à fait. Ouais. On y reviendra parce que je voudrais creuser là-dessus. Mais donc vous créez la boîte. À ce moment-là, c'est un proof of concept. Vous faites des développements, j'imagine. Début 2000. On fait des développements sur ce qu'on pense être la plateforme. Donc là, on est sur une plateforme qui permet de recevoir donc des ordres de livraison pour faire de la livraison à la demande en moins de 2 heures. À l'époque, c'était en moins de 3 heures parce que le 2 heures, le 1 heure, c'était même impensable avec des coursiers traditionnels. C'est vrai qu'il y a eu une vraie rupture marché quand il y a eu le mix Stuart qui arrive et les auto-entrepreneurs qui font de la livraison. 2 ans plus tard, on va, je suppose, en parler un petit peu, mais donc on avait une plateforme technologique en cours de développement par mon associé qui est le CTO. Qui est le CTO actuellement. Voilà. Et puis en même temps, constituer un premier réseau de sous-traitants en Île-de-France, donc des boîtes de courses. Des gens qui... Toi, t'avais déjà un réseau. Vous êtes allé les chercher. Dans le transport, dans la course, zéro. Non, on a été les chercher. Ok. Donc on a essayé de s'appuyer au début sur 2-3 grosses boîtes qui ont pignon sur rue. C'était compliqué de faire un partenariat parce qu'on était perçu aussi comme concurrent. Vu qu'on allait aussi mettre des plus petites sociétés de courses dans le réseau, c'est pas, eux vont pas tout prendre. Donc ça va être, il va y avoir un algorithme qui va prendre des décisions à la place d'un dispatcher pour aiguiller les missions vers telle ou telle boîte de transport en fonction des prestations demandées et de l'heure qu'il est et de la proximité du magasin avec le client, etc. Donc il va y avoir une décision informatique de qui va recevoir la mission. Et donc ça va pas être la grosse boîte avec qui on fait un partenariat au début qui est tout seul. Il va y avoir plusieurs prestataires. Ok. Donc c'était difficile de faire un deal avec des grosses boîtes de transport, enfin grosses boîtes de courses. Donc on a fait un réseau constitué de plein de petites sociétés de courses locales. Et vous, votre promesse à ce réseau de petites boîtes, c'est du yield management, c'est de mieux optimiser leur... Alors, on pensait que ce serait du yield, et donc le fameux camion ou scooter à vide, ça n'existera plus parce que grâce à nous, ça va être rempli. Ouais. Mais en vrai, on a constaté dans la réalité que pas du tout. On était des clients comme les autres. Donc, ce qu'on leur a promis, c'est qu'on leur ouvrait un nouveau marché auquel ils n'avaient pas accès. C'était le e-commerce et le retail. Parce qu'en fait, les sociétés de courses qui font des livraisons dans Paris en 2013, c'est des gens qui font des livraisons de plis et de colis entre des établissements. Boîte à boîte. Voilà, entre des établissements de société, quoi. Ok. Donc, de temps en temps, il y a des petits colis pour dépanner. Il y a des business de livraison pour des gens qui font de la prothèse dentaire, etc., entre cabinets de dentistes et les fabricants de prothèses. Voilà, mais il y avait pas de retail, quoi. Enfin, il y avait que les magasins de luxe, type Avenue Montaigne, qui livraient leurs clients aux hôtels avec un coursier un peu luxe pour pas que la dame elle porte le sac en traversant la rue, quoi. C'était les seuls clients. Voilà, donc on a dit à ces gens-là, on vous ouvre un nouveau marché, vous allez avoir une augmentation de votre business grâce à nous. Et c'est vrai que depuis presque 6 ans, on a fait grandir des sociétés de courses qui étaient petites et qui sont devenues beaucoup plus grosses maintenant. Ok. Et qui sont, il y en a qui vous quittent ? Bien sûr, il y a un énorme turnover. Pourquoi ? Il y a le métier de la course, c'est un métier qui est très atomisé. Je crois qu'aux dernières statistiques que j'avais lues sur le site du ministère, il y avait plus de 5000 sociétés de course en France. 5000 sociétés de course ? Ouais. Ok, en France.
Je me demande si c'est pas plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que... Plusieurs milliers. Et donc, il y en a qui sont là depuis des années, et puis il y en a qui naissent et qui durent 3 mois, il y en a qui meurent. Enfin, même nous, dans notre réseau, on a un churn, entre guillemets, de boîtes de coursiers qui est assez impressionnant. Hein. Il y a des gens qui subsistent, et puis il y a des gens qui viennent, quoi. Vous en sortez aussi, j'imagine? Vous avez un tracking de qualité des partenaires? C'est pas très compliqué, c'est très complexe. Il y a plein de choses qui rentrent en compte pour évaluer la qualité d'un prestataire, le respect du créneau, la note que donne le destinataire, la note que donne l'expéditeur au magasin aussi, juge aussi de la qualité de l'enlèvement. Et puis derrière, dès qu'il y a des choses qui sont... Parce que ça arrive tout le temps dans le transport, des aléas du transport soit, mais parfois il y a des choses inadmissibles à la livraison qui arrivent sur quelqu'un qui veut pas monter les escaliers alors que c'était prévu, ou parce qu'il est très en retard. Enfin, on a toujours dans le transport des problèmes, et donc en fonction des problèmes, soit c'est des choses qui arrivent, soit c'est vraiment une volonté d'un livreur, soit parce qu'il est mauvais, soit parce qu'il est nouveau, et il est pas dans la démarche qualité qu'on a entreprise, de faire des bêtises, et donc ils peuvent être exclus. Ouais. Et toi, tu as un engagement qualité vis-à-vis de ton client qui est le retailer. Ouais. Donc il faut que tu arrives à remonter ces informations du client final. C'est du B2B2C, hein, du client final au retailer qui te remonte à toi pour que tu puisses juger ou jauger la qualité Exactement. du service du partenaire. Oui, et encore plus quand on est la plateforme logicielle qui est utilisée par l'enseigne, on est un peu tiers de confiance sur les datas qui remontent du terrain, du destinataire jusqu'au retailer. Parce que on agrège en temps réel les datas qui remontent des différents transporteurs avec qui l'enseigne travaille aussi. Oui, parce qu'il peut y avoir évidemment plusieurs transporteurs. Voilà. Et donc là, ils ont en temps réel une vision, les e-retailers, sur les stats et la qualité du travail rendu par les sous-traitants. Ok. Donc vous avez développé la partie logicielle, vous avez commencé à trouver des partenaires sur Paris uniquement, ou vous avez fait toute la France? Au début, c'était Paris intramuros, puis ensuite Paris banlieue. Ouais. On a commencé comme ça. Ok. On a fait vraiment un métier de gagne-terrain. On a été progressivement conquérir des villes, des agglomérations, des pays. Au début, il fallait avoir une offre qui existe, et on était parisien, et le gros du marché de la course, il était à Paris. Donc on s'est lancé que à Paris. Et ensuite, quand on a commencé... Ce qui n'était pas un frein pour vos clients? Quand tu parles à un grand compte qui a des enseignes dans toute la France? Faut bien commencer par quelque part, et là où ils ont le plus de business, en tout cas que les enseignes avec qui je parlais, c'était à Paris et Île-de-France. Et ensuite, on a été, grâce à nos clients, enseignes, ouvrir des villes. Notre premier client grand compte, je le cite, c'est la Fnac. On a signé le contrat en juin 2014. 6 mois après la création de la boîte, en gros. C'est ça. Okay. Et donc, il fallait lancer ça à tout prix avant Noël. C'était une volonté de la direction de lancer un service innovant en premier. C'était la première enseigne à lancer ça en France, hein, vraiment comme il faut. Ok. Ça n'existait pas avant en France, de se faire livrer en 3 heures son MacBook ou son iPhone ou ses enceintes Bluetooth. Même Amazon ne le faisait pas. Amazon Prime Now, c'est arrivé en juin 2016. Ok. Amazon, c'était du lendemain. Juin 2016, c'est 2 ans plus tard. T'as dit juin 2014 pour la Fnac. Comment t'as signé la Fnac? C'était compliqué. Je connaissais quelqu'un qui avait travaillé auparavant, qui était à la Fnac, et il nous a présenté aux équipes de la Fnac qui ont choisi de nous faire confiance et de lancer le produit, lancer l'offre. Il y avait une vraie volonté de Alexandre Bompard de lancer un service innovant pour montrer à ses investisseurs qu'il avait dépassé, qu'il était plus vite qu'Amazon en fait. Okay. Et donc ça faisait partie d'ailleurs de son call investisseur de l'année suivante. Donc vous étiez un faire-valoir. En com, c'était aussi très fort. Ouais. Et donc t'évangélises un peu à ce moment-là, quand tu équipes le plus gros commerçant de la... totalement. Tout. La Fnac est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, enfin, de se partager. Hors Pure Player, c'est le plus gros. Ok. Donc, décembre 2016. 2014, c'est ça? Le service est lancé officiellement en ligne en octobre 2014. Prêt pour Noël. Ok. Ouais. Et quelle est la réception? Client, utilisateur final? Alors, c'est compliqué parce que c'est pas mis en avant du tout, parce que ça a été fait très vite, et donc c'est pas très visible. On le découvre, le mode de livraison, dans le choix du mode de livraison au checkout. Et ça, c'est valable pour tous les modes de livraison. Si tu dis pas en amont aux gens qui viennent chez toi
que tu peux te faire livrer vite ou quand t'as choisi, bah t'en perds, ils s'en vont. Donc en fait, ils l'utilisent pas comme un outil marketing, ce qui est un peu ils dommage. l'utilisent comme un mode de livraison. Ils apprenaient, on apprenait en fait. Ouais. Donc c'était au début. Hein. Maintenant, quand tu fais de la livraison en 1 heure ou en 2 heures, tu le mets en gros sur la page d'accueil, ça clignote partout. Voilà. Et donc les premières livraisons, tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. J'en ai fait moi-même. C'est arrivé que j'allais à la Fnac rue de Rennes à Paris, que j'allais faire 2-3 livraisons un samedi parce que à l'époque le week-end, alors là fallait pas y toucher, même avec les boîtes de courses. Hein. Donc on a commencé, c'était que la semaine. Ensuite on a fait le samedi et c'était très difficile. Et après on a fait le dimanche, c'était encore plus difficile. Et puis il y avait des surcoûts le dimanche, il y avait des majorations le dimanche et le samedi et le soir. Passé 19h c'était le soir pour les boîtes de coursiers. Donc on a aussi changé beaucoup les mentalités et les modèles des boîtes de courses classiques. Le samedi c'est devenu le même prix que la semaine maintenant. Le dimanche aussi. C'est marrant, j'y pense là quand on en parle, mais alors je reprends cet exemple d'Amazon que j'ai commandé hier. Amazon parle pas de livraison, je parle pas de Prime, hein, mais sur Amazon normal ne parle pas de livraison en X heures, ils disent livrer ce soir. Ouais. De mémoire. Hein. Ouais. C'est ce que tu disais, hein, c'est que le prix change à partir de 19h à l'instant, c'est ce que... Ouais, à l'époque, même quand on achetait du transport auprès des boîtes de courses, ils nous faisaient payer une majoration à passer 19h, c'était le soir pour eux. Parce que comme c'était des sociétés qui travaillaient aux heures de bureau, que pour des bureaux, bah, avant 9h du matin et après 19h, ils travaillent plus normalement. Donc ils veulent bien travailler, mais avec un petit premium. Ok. Voilà, mais ça c'est fini ce temps-là. Et Stuart nous a beaucoup aidé d'ailleurs là-dessus. Mais là on est fin 2014. Ouais. Stuart met encore un an, une bonne année à arriver. Ouais. 9-10 mois arrivés. Ouais. La Fnac, je voulais juste dire aussi pour la Fnac, c'est eux qui nous ont permis aussi d'étendre notre couverture géographique sur d'autres villes en France que l'Île-de-France. Légitimité. Comme il fallait servir tous les clients de la Fnac le plus possible, ils ont des magasins à la Fnac à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Donc on a sourcé et fait monter sur notre plateforme des sous-traitants aussi dans ces villes-là. Et donc on a ouvert une grosse douzaine de villes en livraison locale grâce à la Fnac. Pour octobre 2014, pour Noël 2014. C'était progressivement. D'accord. On a commencé en fin 2014, c'était que Île-de-France, et on a élargi ensuite en 2015 et en 2016 à de nombreuses villes en France. Et du coup, l'intégration Fnac, c'est du développement pur, parce qu'ils ont leurs propres outils. C'est gros en termes d'implémentation, delivery. Ça dépend de la maturité technologique de l'enseigne. Okay. Si je dis poliment ou politiquement correct, ça dépend de la maturité technologique de l'enseigne. Est-ce que l'enseigne a sa propre équipe de développement interne? Est-ce que l'enseigne a une agence ou une SS2I? Quelles sont les technologies qui sont utilisées pour le e-commerce? Et effectivement, Fnac, c'était une plateforme totalement custom, avec pas mal d'héritage de plateformes précédentes. Donc ça peut prendre 3 jours. Il y a certains clients qui nous intègrent en 3 jours parce qu'ils ont leur développeur en interne et qui priorisent ça. Et qui a tout compris. Et qui a compris tout de suite comment marchait l'API et donc qui est à la main sur tout, en fait. Souvent parce que ce sont des petites boîtes aussi et donc c'est plus agile, plus rapide. Une petite boîte pour faire un projet d'intégration sur un truc où le patron a un coup de cœur, où il se dit c'est stratégique pour moi. Ou si c'est une start-up et que donc il y a des équipes dédiées sur différents modules et qui sont en interne, ils ont la main sur la tech, comme j'aime bien dire. Ou alors ça peut prendre 3 à 9 mois en fonction de la complexité et du coût du projet, parce qu'on travaille avec une agence qui est un sous-traitant, qui doit faire les specs, qui doit dire à quoi ça ressemble en front. Donc on refait le front du site, les maquettes, et après derrière il faut les intégrer, et puis etc. Et puis les appels à notre API, ça marche comment? Faut appréhender tout ça, et ça a des impacts aussi sur plein de choses, sur une énorme société enseigne. Ça a des gros impacts sur le paiement, la fraude. Si on fait une livraison en 1 heure et qu'il faut 4 heures pour valider la fraude, on peut pas faire de livraison en 1 heure en fait. Faut attendre 4 heures que l'équipe fraude ait validé la commande. Ouais, okay. Il y a plein d'impacts comme ça qui sont non négligeables, et le plus gros impact, c'est l'impact en magasin, parce qu'en fait, si on va chercher en magasin les produits pour les livrer aux clients, il faut que le magasin il prépare la commande. Il faut qu'il mette le produit dans un sac. Soit équipé déjà d'un... Faut que le magasin il prépare la commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en magasin, qui sont... Alors, à la Fnac, c'est génial parce qu'il y a une équipe logistique avec un entrepôt miniature en sous-sol qui prépare pour le retrait des achats les gros trucs. Dans chaque grosse Fnac ou dans toutes les Fnac? Dans toutes les Fnac. Ok. Alors, pas les Fnac qui sont dans les aéroports, mais les magasins Fnac. Donc, quand on achète un Mac ou quand on achète une enceinte hi-fi, des enceintes hi-fi à la Fnac, on a un petit papier
Et après, on va payer en caisse et après, on va retirer au retrait des achats. Et là, il y a un monte charge et puis on ouvre et Donc, ils sont déjà équipés. Ils sont déjà équipés pour préparer des commandes et les mettre à disposition de quelqu'un. En revanche, quand on va dans des Cézanne, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ils ont refait leur magasin dans ce sens-là pour pouvoir faire de la préparation de commandes. Okay. Chez l'Occitane, c'est pas le cas non plus. Et, les vendeuses, les conseillers de vente doivent préparer les sacs avec, en piochant dans les rayons les produits et mettre un sac. Et il faut qu'on le reconnaisse le sac. Il faut qu'il soit stocké quelque part. Et du coup, il faut aussi que le magasin soit équipé d'un système informatique qui permette de dire qu'une commande est tombée, qu'est-ce qu'il y a dans cette commande, ainsi de suite. Alors, par exemple, chez Fnac, c'était intégré dans leur système logistique. Ils recevaient, comme pour les click and collect, une commande à préparer en retrait coursier. Ok. Voilà. Chez l'Occitane, c'est intégré dans le système de caisse. Ils ont des alertes de préparation de commandes, comme du click and collect, en fait. Ça aussi, c'est un truc qui a beaucoup évolué, non, sur les 10-15 dernières années, j'imagine. L'ouverture des systèmes de caisse des points de vente. Ouais, c'était complètement fermé. En fait, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est grâce à deux choses. Un, le mobile. Deux, les systèmes de caisse qui s'ouvrent vers l'extérieur. Donc, ils créent des web services, on peut créer des passerelles avec okay. d'autres services et comme ça, il y a des intégrations à peu près propres pour la personne qui est face à la caisse et on multiplie pas les interfaces, quoi. Et on rend possible des services qui n'existaient pas avant. Le retrait en magasin, la livraison par coursier, la livraison au départ du magasin, même si c'est pas par coursier, on peut expédier à l'autre bout de la France s'il le faut, un produit qui n'était pas en stock en entrepôt. Tout ça est devenu possible grâce aux caisses qui sont ouvertes vers l'extérieur. Alors, je reste encore un tout petit peu en 2014, au début. Donc, vous arrivez à signer la Fnac, premier gros client, mais vous signez aussi d'autres petits clients, j'imagine, pour votre développement. Comment est-ce que vous faites? Alors, on a fait appel à plusieurs sociétés pour faire du phoning. Okay. Donc, on leur a donné notre cible, la typologie de clients qu'on cherchait. Et on a travaillé avec eux des scripts d'appel et pour argumenter, contre-argumenter, contre-objecter et passer des coups de fil pour nous obtenir des rendez-vous. Et donc ça, c'était pour les grandes enseignes et les enseignes de distribution spécialisée de taille moyenne. Ok. Et puis pour les plus petits clients, on a testé beaucoup de choses. On a tenté de faire des campagnes online pour générer du lead sur notre site et sur notre numéro de téléphone. Et on a signé comme ça aussi des clients au téléphone, en leur faisant une démo au téléphone de notre outil, parce qu'on a aussi un outil pour pouvoir passer des commandes à la main, entre guillemets, sur Internet. Donc ça, c'est en 2014. Est-ce que c'est toujours 2015, ouais. le cas aujourd'hui? Alors, comment est-ce que vous dimensionnez la vente? On a une activité qui est très orientée retailer grand compte. Donc le sales, c'est plutôt porté par les gens seniors chez moi, donc moi, mon CEO, et donc on porte la fonction sales nous-mêmes, et c'est important parce qu'en fait, comme ça permet aussi de parler avec des gens un peu C-level, comme on dit, donc des directeurs généraux, des directeurs e-commerce, des CDO, et donc on est un peu du même niveau, du même acabit de personnes, donc on est mieux reçu, on répond à nos mails, vous parlez le même langage, on parle le même langage, c'est pas un petit jeune qui démarche, quoi. Ouais. En revanche, c'est vrai que pour les clients plus petits, les PME du commerce ou des magasins qui font un volume de livraison conséquent, mais qui sont des magasins unitaires ou des magasins indépendants, là on recrée une offre, et une structure sales avec ce qu'on appelle un SDR, un Sales Development Representative, quelqu'un qui va passer des coups de fil pour prendre des rendez-vous sur une base de prospection, pour des rendez-vous de démo en ligne par un commercial qui peut aussi faire des rendez-vous physiques. En interne. Le SDR. Ouais. Ton retour sur le business development externalisé. Pourquoi vous refaites pas ça? C'est génial. Ouais. C'est bien pour une campagne, je trouve, spot, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour remplir le pipeline de prospects. Après, faut avoir les moyens de payer, de suivre, de l'externaliser. Non, parce que si jamais on a les rendez-vous, on mettra les ressources en face. Okay. En revanche, ça coûte cher. Parce que on paye au rendez-vous, en fait, en quelque sorte, et avec une espèce de, moi je payais à l'époque une espèce de forfait de base plus un bonus par rendez-vous obtenu, et donc ça peut chiffrer très cher. Le problème de notre métier, c'est que comment on s'adresse à des grands comptes, on a un cycle de vente qui est complexe et long, et donc ça peut prendre entre 6 mois et 1 an pour signer un contrat. Et après, ça peut prendre derrière... Pour les grands comptes. Ouais. Et derrière, ça peut prendre entre 3 mois et 9 mois pour faire l'intégration. Et donc, on n'a pas touché 1 euro
soit d'abonnement logiciel, soit de livraison. Avant, et il s'est écoulé un an, alors qu'on a payé ouais. cash l'externalisateur, entre guillemets, de sales. Ok. Et donc aujourd'hui, vous montez une équipe de SDR. Ouais, on recommence là. Ouais. Ok. Bon, on était en 2014, j'arrive aujourd'hui 2019. Delivery, c'est quoi? Delivery, c'est une équipe de 20 personnes, donc. Ouais. On a fait x2,5 tous les ans depuis 3 ans, en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge brute. Je t'ai pas demandé en préparant cet entretien si je pouvais te poser la question, mais est-ce que vous communiquez sur le chiffre d'affaires? Non, malheureusement, on ne communique pas. x2,5 depuis le début. Ouais, hein. Alors depuis le début, quand on fait 0, c'est facile. Hein. Ouais. x1000 même. Mais depuis 2016, ouais, on fait x2,5 tous les ans de croissance, à la fois sur le chiffre d'affaires, à la fois sur la marge brute, ce qui est, pour certains, comme on achète et on vend du transport, bah c'est ce qui compte, c'est la marge brute, c'est ce qui reste entre l'achat et la vente, un peu comme les places de marché. Et donc notre marge, donc tu arrives à préserver ton taux de marge brute malgré la croissance ou avec la croissance? Ouais, sa croissance. Et aussi, je trouve qu'on est assez fort parce qu'on a un taux de marge que je ne peux pas dire, qui est très élevé dans le monde du transport par rapport à des transporteurs classiques. C'est compliqué le monde du transport. C'est horrible. C'est un marché très difficile. N'importe quel livreur avec sa bécane peut nous prendre un marché à l'échelle d'un magasin, quoi. Ou avec son camion. Hein. Ok. Ça nous arrive parfois. Hein. C'est-à-dire qu'on peut signer un contrat à l'échelle d'une enseigne et les magasins souvent sont des irréductibles gaulois. Ils peuvent décider à l'échelle du magasin localement avec qui ils travaillent en tant que prestataire local. Et donc ils peuvent dire moi l'offre du siège c'est sympa, mais je préfère travailler avec Jean-Michel 2000, mon cousin. Et en plus il est moitié prix. Ça c'est pour les retailers non intégrés, c'est ça, qui ont le choix de leur. Il y a même certains magasins intégrés qui peuvent localement choisir qui sont leurs prestataires. Hein. C'est comme pour le fromage. Hein. Ok. Voilà. Je l'ai pas la métaphore. Pourquoi comme le fromage quand je suis à un supermarché, je peux me fournir localement. Oui, d'accord. En Normandie, je peux choisir qui me fournit mon camembert pour dire j'ai un rayon local et j'ai un fournisseur de camembert local, ou alors j'ai le camembert que toute la centrale a négocié, quoi. Donc c'est comme pour le fromage ou pour les petits pois ou pour les trombones. Si localement il y a des fournisseurs, je peux les choisir. Moi en tant que directeur de magasin. Et du coup ta force pour ce prestataire, enfin pour ce client pardon, c'est d'être intégré. Alors, ma force c'est que quel que soit le magasin, quelle que soit la ville ou l'agglomération ou même le pays, chez l'Occitane c'est même dans 6 pays en Europe, il y a une offre qui est centralisée, consolidée, il y a un tracking en temps réel de tous les prestataires, il y a une expérience de livraison pour le destinataire qui est homogène, le suivi il est en marque blanche avec le logo de l'enseigne, quel que soit le transporteur, et c'est une offre homogénéisée, harmonisée à travers toute l'enseigne, ce qui n'est pas le cas si on travaille avec Jean-Michel à droite, Jean-Paul à gauche et Jean-Pierre en haut. En termes de satisfaction client, du coup toi tu vas signer admettons avec une enseigne nationale qui a 100 points de vente en France. Je sais pas. Est-ce que tu as une communication auprès de chacun de ces points de vente aussi? Oui. Pour les onboarder, pour les accompagner, pour les... Carrément. C'est indispensable. On s'appuie sur des réseaux de partenaires qui font des formations aux équipes en point de vente pour déployer l'offre. Dans la livraison Ship from Store, on a commencé avec le e-commerce et en fait, il y a un énorme marché aussi pour les clients qui viennent in-store. Notre client Truffaut, l'enseigne Truffaut, il y a des clients qui viennent en magasin et qui achètent des oliviers de 2,50 m de haut et puis ils se font livrer, ils rentrent pas avec. Et donc, il y a aussi une livraison Ship from Store pour les clients en magasin, pas seulement pour les clients qui achètent en ligne. Donc, je vais dans un magasin, je fais mes courses. Pareil pour l'alimentaire, chez Franprix par exemple. Je fais mes courses, mon caddie est rempli, je veux me faire livrer à la maison dans l'heure. Franprix me le propose, je donne mon adresse et dans 1 heure, je suis livré. C'est les caddies qu'on voit en attente de picking ou d'être ramassés à l'entrée des Franprix. Exactement. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Et ça, c'est une part importante du business ? C'est la moitié du business, ouais. Pour vous ? Ouais. Ok. Et donc la livraison bien faite, c'est pas seulement pour le e-commerce, c'est aussi pour les clients qui en ont besoin ou qui en ont l'envie en magasin. Et ça, c'est aussi critique pour certaines enseignes, comme les serres ou les jardineries type Truffaut. Alors c'est incontournable, il faut un service de livraison, sinon on va pas chez Truffaut. Mais c'est un enjeu et c'est ça qui fait peut-être la difficulté de rentrer sur le marché. Mais du coup, il te faut des partenaires en tout genre. Je parle partenaires de transport, hein, parce que livrer un olivier de 2,50 m ou livrer un caddie de riz et de lait, c'est pas les mêmes prestations, c'est pas les mêmes livreurs, c'est pas les mêmes véhicules. Là, c'est les pieds. C'est pas les mêmes distances en plus. C'est pas les mêmes distances, c'est pas les mêmes boîtes. Il en faut plusieurs pour avoir suffisamment d'offres, ouais. Et du coup, vous avez combien de partenaires en France ? On a un peu plus de 300 sociétés partenaires de transport en France. En France et à l'étranger ?
À l'étranger, il y en a un peu moins, mais elles couvrent plus de villes. Donc je crois qu'on a une vingtaine de partenaires à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Et par contre, eux, ce sont plutôt des réseaux eux aussi de boîtes de courses, donc ils couvrent plus d'agglomérations. Ok. Et du coup, l'offre initiale, j'imagine qu'elle a évolué. Beaucoup, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi l'offre Delivery? L'offre Delivery, aujourd'hui, elle est double. On peut avoir de la livraison chez Delivery, donc on peut considérer Delivery comme son transporteur pour faire de la livraison locale n'importe où. Avec tout type de prestations possibles, soit à la demande, soit organisée en tournée, soit on a besoin de gens qui sont mis à disposition à l'heure pour faire des choses qui sont dédiées, comme ça le livreur il peut être habillé avec l'uniforme de l'enseigne, il est booké pour la journée pour faire tout ce qu'il y a à faire comme livraison. Ce que vous ne faisiez pas au début, pourquoi est-ce que vous pourquoi est-ce que vous avez rajouté cette offre? Parce qu'il y avait un besoin sur le marché. De nos clients, au départ, ils nous disaient, est-ce que je peux avoir ci, je peux avoir ça? Mais en fait, quand on a un réseau de sous-traitants, il n'y a pas que l'offre à la demande instantanée, il y a aussi plein d'autres prestations qui peuvent être faites. Donc ça, c'est le premier métier, c'est la livraison. Ouais. Et depuis 2 ans, on a une deuxième offre qui est une offre logicielle pure. Et donc, ça s'appelle Mothership. C'est ni plus ni moins que la plateforme technologique qu'on utilise, et que certaines enseignes clientes chez nous utilisent directement pour eux orchestrer les livraisons des transporteurs qu'ils ont déjà. Donc c'est leur transporteur ou des transporteurs avec lesquels ils sont déjà en discussion ou qui veulent faire travailler. Et ils utilisent la plateforme logicielle Mothership de Delivery pour gérer l'input, donc une commande, et l'output c'est où chercher cette commande et à qui la livrer. Exactement. C'est ça. Et ce qu'est le contenu de la commande. Ouais. Ok. Et faire tout le suivi, le tracking pour le client final derrière, l'expérience de livraison avec la page de tracking au logo et aux couleurs de l'enseigne, les SMS et les emails de prévenance, et puis les dashboards de business intelligence pour mesurer la qualité du transport à l'échelle de chaque magasin. Ok. Quand on préparait l'entretien, tu m'as aussi dit que vous pouvez faire, enfin c'est quelque chose que je connaissais pas ou pas très bien en tout cas, qu'on peut faire du paiement à la livraison. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bien sûr. Alors c'est dépendant de l'équipement du client en terminal de paiement de l'enseigne, du magasin. Il y a certaines enseignes qui font appel à nous et le client ne paye pas en magasin, il laisse son caddie où il laisse ses achats et c'est le livreur qui va lui présenter le terminal de paiement à carte bleue au pas de la porte. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est un terminal de paiement du magasin que le livreur a emporté avec lui avec la commande à livrer. Le flux financier va directement du client final au retailer et vous n'avez pas à faire Exactement, il n'y a pas d'intégration informatique, etc. C'est la beauté, je dirais, des modèles physiques où il y a des humains qui font quelque chose. C'est qu'on peut faire des choses qui sont pas forcément nécessaires, qu'il n'est pas forcément nécessaire d'intégrer informatiquement. Ok. Vos challenges aujourd'hui, c'est quoi vos enjeux? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Comme toutes les boîtes, comme toutes les entreprises, on a des enjeux de croissance. On a les enjeux de signer toujours des nouveaux clients, on a les enjeux de satisfaction de nos clients existants. Et comme toutes les entreprises technologiques, on a des enjeux d'évolution de notre plateforme. Et donc, on est en train de finaliser la conception de notre nouvelle plateforme Mothership, la nouvelle version, puisque tu t'as dit qu'elle est sortie il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, on a lancé l'offre Mothership il y a 2 ans en proposant aux enseignes d'utiliser la plateforme que nous, on utilise. Et cette plateforme, elle a 6 ans d'existence. Alors, elle a fait beaucoup évoluer, elle fait beaucoup plus de choses qu'avant, mais il y a des choses qu'elle ne fait pas encore et qu'on veut qu'elle puisse faire parce que le marché nous le demande. Donc, par exemple, gérer tous les transports, pas seulement le transport local, pas seulement le dernier kilomètre, donc y compris les expéditions type Colissimo, Chronopost, UPS, DHL à l'étranger, en France. Ce que vous ne gérez pas actuellement, non. Mais que la plateforme me laissera gérer, Mothership. Exactement. Et donc Mothership va devenir une plateforme de gestion du transport dans son ensemble. Dans son ensemble. Que je peux intégrer sur mon site ou dans mes magasins. Exactement. D'accord. Alors. Voilà, donc l'enjeu d'évolution de la plateforme. Et puis après, comme toutes les entreprises qui font de la croissance aussi forte, on a des enjeux d'organisation, d'amélioration des process, d'industrialisation ou d'automatisation de certaines choses pour qu'elles soient plus faites manuellement, etc. Parce que tout n'est pas magique et tout n'est pas informatique encore dans la vie. Et vous n'êtes qu'une vingtaine. La R&D et le développement sont faits en interne? Tout est fait en interne. On a 6 personnes qui sont dédiées aux produits et à la tech sur les 20 personnes. Et t'as une idée sur le... Je dis une bêtise, en comptant le product, c'est 8 personnes. 8 personnes. C'est 6 personnes à la tech et 8 au product. Et tu connais ton taux de churn? Est-ce qu'il y a des clients qui quittent le...
Malheureusement, oui. Et pourquoi? Alors, on a 2 types de churners. On a les churners qui sont en fin de contrat et il y a eu des intégrations informatiques et donc ça, ils ont mis 5 ans à churner. La Fnac, par exemple, elle a churné cette année, donc c'était très triste de les voir partir parce que c'est aussi avec eux qu'on a réussi à grandir. En même temps, ça faisait 5 ans qu'ils étaient chez nous. Donc je trouve que garder un client 5 ans, c'est pas mal. C'était beaucoup lié au fait que quand on fait des intégrations informatiques, c'est plus dur d'en sortir, entre guillemets. Donc le taux de churn sur les grands comptes, il est faible. Okay. En revanche, sur les petites entreprises ou les petits clients qui ont un magasin, là, le taux de churn, il est très élevé. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, moi, je te le fais à 3 €. Et qu'il le payait avant 7,50 chez Delivery, il part du jour au lendemain. Parce qu'en fait, dans le transport, il y a peu de gens qui perçoivent la valeur ajoutée du tracking en temps réel, du choix du créneau, de livrer en 1 heure au lieu de 3 heures, ce genre de choses, sauf le destinataire. Et le destinataire, c'est pas lui qui achète au départ la prestation. Parfois, il la paye, parfois, elle lui est offerte, mais c'est pas lui qui choisit Delivery. Ou alors, faut que je lève 100 millions de dollars, que je crée une marque B2C et que j'impose la force de ma marque destinataire au donneur d'ordre, l'enseigne, et ça, c'est pas la stratégie qu'on a employée. Mais c'est dingue, c'est ce que on disait tout à l'heure, c'est l'évolution des standards en termes de livraison. Aujourd'hui, des choses nous paraissent évidentes. Ça nous fait, moi, j'ai même des amis qui me disent, fait chier, la livraison est payante à 3 €. Je dis, mais tu te rends pas compte que de tout le travail qu'il y a derrière. C'est un vrai problème. Le nerf de la guerre, je pense encore plus dans le transport que partout ailleurs. Quand on prend décidément, c'est une histoire de fromage. Quand on prend le camembert de combien coûte chaque fonction ou activité dans le e-commerce, le transport, c'est énorme. Et dans le transport, le dernier kilomètre, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc, il faut à tout prix trouver des moyens de faire baisser ses coûts. C'est ce qui coûte le plus cher et qui est le plus compliqué en plus. Et ce qui est le plus compliqué. Et donc, c'est très dur de rentabiliser une activité e-commerce. Si on parle que des e-commerçants. En fait, quand on est tout petit, le e-commerce, on est rentable au bout de 2 semaines. Et après, plus on grandit et moins on est rentable finalement, parce qu'on doit mettre en place des process, on doit faire de la sous-traitance ou investir pour des entrepôts, et le transport ça coûte très cher, et donc si ça coûte très cher, on peut pas le vendre tel quel aux destinataires parce que les consommateurs ils ont été mal habitués ou mal éduqués par Amazon et compagnie. Ils ont l'habitude que le transport il soit gratuit. Ouais. En vrai, il est offert, mais j'avais écrit un truc à l'époque. Une tribune sur la livraison n'est pas gratuite, elle n'est qu'offerte. La livraison ça coûte et souvent les consommateurs ils ont l'habitude de ne plus payer, ou alors ils payent et c'est un abonnement mensuel, ils ont oublié qu'ils payent. Donc il faut que ce soit le moins cher possible et donc il faut subventionner la livraison côté consommateur. Et on le subventionne sur la marge. Et on subventionne sur la marge, et quand on est une marque ou un vendeur qui est dans un secteur où la marge est petite, c'est difficile de subventionner, donc on doit la vendre, il faut la vendre le moins cher possible, et donc il faut l'acheter le moins cher possible. Et donc si on trouve une astuce, ou une faille juridique, ou un prestataire qui sacrifie les prix pour réussir à ce que la livraison soit à 3 €, comme tu dis, on la prend. Ok. Il y a très peu de scrupules, parce que c'est moins cher. Et donc c'est ça qui explique le churn, c'est vraiment une bataille de marge. Voilà. Je pense qu'on a fait des choses, on a construit des choses qui font qu'on a une bonne qualité, comparé aux transporteurs classiques, expressistes, Colissimo, etc. Donc un churner, il part soit parce qu'il a été déçu de la qualité. Souvent, chez un petit, c'est parce qu'une fois ça s'est très mal passé, et ça arrive dans le transport que ça se passe mal, malheureusement. C'est pas magique. Même quand on aura que des robots, des drones, ça se passera mal, il y aura toujours des échecs. On a beau avoir ce qu'on appelle un taux de QS, un Quality of Service de 97%, ça veut dire qu'on respecte dans 97% des cas le créneau promis. Ça arrive parfois qu'il y ait des accidents, des choses qui se passent pas bien. Et donc quand il y a un petit client qui fait, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, qui fait 2 livraisons par mois et qu'il y en a une qui s'est mal passée le mois dernier, c'est la moitié de ses livraisons et donc c'est une catastrophe et donc il s'en va. Ou alors effectivement il a trouvé un prestataire vraiment pas cher. Et le tracking en temps réel ne compte pas tant que ça finalement. L'expérience en marque blanche avec la page, avec le logo, c'est pas grave. Le petit bonhomme qui se promène sur la carte, comme ça le destinataire sait exactement où est le livreur, où est-ce qu'il arrive. C'est pas si important que ça finalement. Comment tu fais ta mesure de satisfaction client? Alors sur les grands comptes, j'imagine que vous avez des rapports réguliers. Vous leur parlez régulièrement? Alors sur les destinataires, ils peuvent noter la prestation et la motiver avec des raisons quand la livraison est terminée. Ça envoie des SMS, notre système, et des emails automatiquement avec un lien vers la page de notation. Ok.
qui est ni plus ni moins que la page de tracking qui s'est transformée en page de notation quand donc toujours brandé toujours brandé aux couleurs de l'enseigne. Ouais. Et ensuite côté client, enfin côté enseigne, donc notre client l'enseigne, nous avons des comités de pilotage réguliers. En général, c'est trimestriel. Avec, on regarde les stats directement extraites de notre système. Il n'y a pas de cachotterie. On peut pas faire des PowerPoint en grugeant sur les chiffres parce que ça vient directement de tableaux auxquels ils ont accès. Et puis on a un NPS. Certaines enseignes font le NPS de l'enseigne sur le service, et nous on a un NPS, et donc on parle sur le NPS, donc le Net Promoter Score, qui est une espèce de note, un score pondéré entre les détracteurs et les ambassadeurs de notre mode de livraison. Ok. Voilà. Donc tu dis certaines enseignes le mesurent elles-mêmes, et vous le mesurez pour d'autres ? Ouais. Ok. Tu peux nous dire comment ? Je peux donner un exemple. Il y a une enseigne qui envoie un email une semaine après et qui demande tout simplement, qui pose la question NPS tout simplement au destinataire. Recommanderiez-vous le service de livraison rapide à quelqu'un autour de vous? Et c'est de 0 à 10. Voilà, c'est ça la question NPS. Et donc il la pose, et donc je peux donner ces chiffres-là sans dire qui c'est. On a un NPS de 79 pour cette enseigne, pour les gens qui utilisent le mode de livraison delivery, à comparer sur la moyenne des modes de transport qui est autour de 20-25. D'accord. Okay. Donc c'est quand même un mode de livraison qui fait de la satisfaction client. Aussi, on voit beaucoup de repeat business grâce à ce mode de livraison. Les gens qui utilisent ça la première fois, ils reviennent à l'enseigne et ils réutilisent ce service. Okay. Se faire livrer le jour même, à l'heure qu'on a choisi, soit tout de suite ou quand on veut. En choisissant le créneau. On choisit un créneau le plus fin possible en fonction des délais de préparation aussi en magasin, mais en général c'est des créneaux de 2 heures, parfois de 1 heure quand les préparations de commandes se font très vite en magasin. Et donc de choisir de se faire livrer tout de suite maintenant le plus vite possible, ou dans un créneau de 1 heure ou 2 heures, aujourd'hui ou demain quand je le veux, ça a beaucoup de valeur pour les clients qui ont le plus gros portefeuille en fait chez ces enseignes. Je pose souvent cette question. Quel a été le tipping point? À quel moment dans le développement, acquisition de nouveaux clients de delivery, tu as vu une inflexion vers le haut de la courbe? Il y en a eu 3. Ok. Le premier, c'est quand on a lancé Fnac partout, enfin dans toutes les villes où la Fnac voulait qu'on lance. Où là vraiment, on a basculé de petit volume Fnac à gros volume. Le deuxième, c'était quand Stuart s'est lancé, parce que Stuart était très financé, et donc a fait beaucoup de marketing, et donc ils ont évangélisé le marché. Et les gens savaient déjà qu'on était là, et d'autres qui sont lancés aussi entre-temps. Et donc quand Stuart s'est lancé, qu'ils ont commencé à prospecter des grandes enseignes, les grandes enseignes nous ont recontactés pour comparer. Et donc on était en mode consultatif, et non plus seulement à essayer de convaincre. Donc il y avait des appels d'offres, des consultations, des comparatifs de prix, de services, etc. Donc ça dynamise un peu le marché. Vous êtes un acteur existant. Voilà. Et donc on a eu un boost historique. Ok. Le troisième, ça a été le 16 juin 2016 quand Amazon a lancé Prime Now à Paris. Et donc je remercie beaucoup Jeff Bezos parce que tous les gens qui nous disaient c'est nice to have de livrer en 2 heures, parce que même quand Stuart est arrivé, livrer en 1 heure, en 2 heures, ils étaient obligés de l'avoir du jour au lendemain. Pour les grands. Je répète tout le temps ça à chaque fois qu'on me demande, mais Amazon, c'est le grand normalisateur. Quand il dit il faut livrer en 24 heures, ça devient la norme, c'est standard. Quand il dit je livre le jour même, tout le monde doit livrer le jour même, sur les gens qui sont concurrents directs d'Amazon. Et ça fait beaucoup de gens. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a été rappelé par tout le monde. Tout le monde nous a rappelé pour savoir combien ça coûtait, si c'était possible, ou pour travailler avec nous. Ok. Truffaut est l'un de vos clients. Ouais. Est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'ils sont aussi sur Amazon Prime? Ouais, ils sont sur Amazon Prime. Ok. C'est un distributeur. En fait, il y a deux stratégies parallèles et complémentaires pour les retailers par rapport à Amazon, par rapport aux grosses places de marché. C'est 1, je me fais distribuer par mon concurrent, et 2, je livre directement, je vends directement, et je suis en concurrence avec Amazon. Et c'est ce que Monoprix fait aussi. Monoprix vend sur Prime Now, c'est un deal de distribution, et Monoprix vend en direct à ses clients et fait de la livraison aussi en 2 heures. C'est l'un de vos clients? C'était l'un de nos clients, c'est plus un de nos clients. Okay. On a quelques magasins Monoprix clients encore, parce qu'ils décident avec qui ils veulent travailler. C'est intéressant parce que tu dis que sur les 3 points d'inflexion de votre croissance, il y en a 2 qui sont liés à l'arrivée de concurrents. Carrément. La concurrence, parfois, c'est bénéfique.
surtout dans un métier où tu es en marque blanche et que ton client final ne sait pas que tu existes, mais c'est pas lui qui choisit en même temps. C'est vrai, mais si on était gigantesque, alors on a bien progressé, on fait de la croissance, mais on est quand même ce qu'on appelle des nains de jardin quand même dans le transport, hein, par rapport à des chronopostes, quoi. Hein. Il y a quand même 500 millions de colis qui sont livrés tous les ans, hein, en e-commerce. Hein. Donc on fait pas 500 millions de colis en France, rien qu'en France. Ok. Et vos chiffres à vous d'ailleurs, tu les communiques ou pas? Non, j'en parle pas. 500 millions de colis. Et donc France. On n'est pas assez gros encore pour que des destinataires nous reconnaissent, je pense, d'une enseigne à l'autre. On pourrait faire un petit sondage d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, en demandant est-ce que vous connaissiez Delivery avant d'y avoir fait appel auprès de cette enseigne. Mais il va arriver un moment où on va être suffisamment gros, où on pourra faire du marketing B2C aussi pour faire savoir que on fait les livraisons pour un tel et un tel et un tel. Et qu'il y a un tampon qualité parce que c'est du delivery. Ouais. Et donc là, c'est ce que Stuart a fait très fort en dépensant beaucoup d'argent aussi sur Twitter en faisant des campagnes, des concours, etc. C'est très B2C comme démarche et ils se sont fait connaître du grand public aussi. Alors en plus, ils avaient un modèle qui était très provoquant. Ouais. Et donc, c'est bien choisi comme terme. Les grands médias ont beaucoup parlé de Stuart, donc c'est rentré dans les mœurs ou c'est rentré dans les esprits des consommateurs français qu'il y a un truc qui s'appelle Stuart qui fait de la livraison en 1 heure dans les grandes villes. Ouais, ok. Et donc ça, c'est une marque B2C et c'est pas ce qu'on a fait nous. Entendu. Je me posais la question aussi, on va peut-être terminer là-dessus, mais sur l'avenir, l'ouverture, où est-ce qu'on va et l'une de ces directions, c'est déjà, il y a beaucoup plus de trafic dans les grandes villes qu'avant. Et surtout, on demande au transport d'être non polluant. Est-ce que c'est une demande de vos clients, donc les enseignes? Est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce qu'il y a un choix de partenaire quand on est sur la plateforme? C'est une demande de certains de nos clients. Sauf que dans la réalité, sur le terrain, c'est pas possible encore d'avoir du 100% green tout le temps. Ok. Et donc, on a des options, nous, dans notre plateforme, qui s'appellent Green. Et on coche cette case, et donc ça favorise livreur les à vélo green, ou scooter électrique. Et si jamais il n'y a pas, malheureusement, ça envoie à un prestataire motorisé. Ok. C'est une place de marché, donc s'il y a aucun prestataire green qui répond ou qui prend le... Ouais, c'est une place de marché en temps réel, en fait. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de prestataire green disponible, il faut absolument que la promesse client soit maintenue, et donc on va envoyer un prestataire pas green. Donc oui, là, il y a une demande du marché de plus en plus forte. Il y a plein de problèmes sur le green. 1, il n'y a pas assez de gens green en tant que prestataire pour l'instant. 2, ils sont pas partout. Donc il y a des villes où c'est pas possible. 3, si on veut livrer des gros trucs, j'aime bien livrer des gros trucs. Non, mais un olivier de voilà, par exemple, kilos, malheureusement, ça tient pas sur un vélo cargo, donc il faut une camionnette. Et les camionnettes électriques, c'est pas encore répandu pour plein de raisons, pour des raisons de prix, ça coûte très cher encore l'électrique pour s'équiper. Faut renouveler sa flotte, donc il faut investir, faut prendre du leasing ou acheter des camions électriques et puis se débarrasser des camions diesel. Et il y a beaucoup de sociétés de transport qui sont pas encore capables financièrement de faire ça, qui n'ont pas les moyens. Et ensuite, le vrai problème de l'électrique, selon moi, c'est que il faut recharger les camions qui tournent toute la journée. Et donc, les points de recharge qui sont aujourd'hui dans les centres-villes, il n'y en a pas assez, ou alors ils sont occupés par des véhicules partagés pour les particuliers. Et donc, les camions ne peuvent pas être rechargés pendant la journée. Et donc, ils peuvent plus travailler parce qu'ils sont à sec, entre guillemets. Donc, soit des camions avec énormément d'autonomie, soit il faut multiplier les points de recharge partout. Okay. Et donc, le marché n'est pas encore... Le marché est prêt, côté demande, mais l'infrastructure n'est pas encore en place. Okay. Et donc pour toutes ces raisons, c'est pas réaliste de dire je vais faire du 100% green partout aujourd'hui. Okay. Selon moi. Hein. Qu'est-ce qui va changer encore quoi d'autre dans la livraison dans les années à venir? Ce qui va changer, c'est que parce que les consommateurs veulent se faire livrer de plus en plus vite ou exactement quand ils le veulent, les enseignes sont obligées de rapprocher les stocks des clients. Sauf que les magasins ne sont pas forcément conçus pour faire de la préparation de commandes de manière industrielle. Et donc, il va y avoir, et c'est déjà le cas, une multiplication des micro-entrepôts en ville ou aux abords des villes. Amazon le fait déjà, certaines enseignes d'alimentaire le font déjà, je peux pas les citer parce que c'est confidentiel. Et donc énormément de machine learning sur qu'est-ce que je mets dans ces stocks, non? Oui. Parce que si j'ai un micro-stock, je peux pas mettre l'ensemble de mon... Il faut faire les emplacements. Ensuite, la préparation de commandes, il faut que ça aille très vite et que ce soit optimisé, donc il faut que ce soit des robots. Et j'ai vu des startups quand j'étais aux États-Unis. On a participé à un programme d'accélération aux États-Unis pour les startups françaises qui s'appelle Impact USA, qui est organisé par Business France. Je les salue parce que c'est une super équipe, ils sont géniaux.
Et on a fait ça et on a vu à New York des startups qui font des micro-entrepôts en ville, à New York par exemple, avec uniquement des robots à l'intérieur qui préparent les commandes, qui font le picking. Et c'est des tout petits trucs qui tiennent sur un étage de parking sous-sol. Ok. Pour préparer des commandes alimentaires en 5 minutes. Avec derrière des livreurs à la demande qui viennent les chercher, les livrer dans tout New York. Qui seront automatisés bientôt. Et bientôt, ce sera des drones. Des drones. Alors, je n'ai pas beaucoup de confiance dans les gens quand ils voient un petit drone à roulettes se balader sur le trottoir, s'ils n'ont pas envie de le retourner, de le prendre sous le bras et de partir avec, ou de le casser pour prendre ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai peur que les drones à roulettes soient difficiles, mais en tout cas, les entrepôts vont être de plus en plus robotisés, y compris les petits, parce il faut que ça aille plus vite, il faut être rapproché des clients. Ça, c'est 1. 2, les magasins, pour ceux qui ont l'espace pour le faire, il va y avoir une part du magasin qui va être revue pour être un espace de préparation de commandes. Effectivement, il va falloir apprendre et anticiper sur les datas, passer sur c'est quoi les commandes qui sont susceptibles d'être passées demain par les clients pour que les stocks de ces petits dark stores ou arrière-boutiques ou micro-entrepôts urbains, ils soient bien optimisés pour les commandes à venir. Donc le machine learning va être incontournable, comme dans toutes les activités d'ailleurs. Alors c'est très tôt aujourd'hui, mais il y a déjà des boîtes qui s'attellent à ça. Nous, on a des enjeux de machine learning très prochainement sur la nouvelle plateforme pour pouvoir anticiper quels vont être les véhicules et les zones qui vont avoir des pics sur la base du passé, anticiper le futur. Okay. Pour mieux gérer justement le dispatch, le choix du partenaire et bien sûr. Au-delà des notions purement pécuniaires que ça coûte moins cher, il y a aussi un enjeu d'optimiser les affectations, les assignations, quoi. Formidable. C'était passionnant. Je te remercie énormément pour ton temps. On a passé plus d'1 heure ensemble et j'ai adoré cet échange. Mickaël, merci encore. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Delivery, DELIVER.ee. C'est exactement ça. Voilà. C'est l'adresse de notre site aussi. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection, ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.